Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir à la librairie Canopée pour cette table ronde sur le bien-être des enseignants comme préalable au bien-être des élèves. Cet événement est diffusé en direct sur la plateforme YouTube de Réseau Canopée. Il sera aussi disponible en différé en ligne derrière. Et il est en même temps live tweeté avec le hashtag bien-être enseignant. Vous pouvez donc suivre ce tweet. Nous allons donc parler de cette thématique du bien-être à l'école, avec l'angle du bien-être des enseignants comme préalable au bien-être des élèves. Et avant toute chose, je vais laisser la parole à Marie-Caroline Missire, directrice générale de Réseau Canopée. Merci beaucoup, chère Delphine. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Emmanuel Questena. Je voulais commencer ce moment qu'on va passer ensemble par remercier nos partenaires de la GMF et toutes les équipes de Réseau Canopée qui ont beaucoup travaillé pour rendre cela possible. Et vous remercier aussi toutes et tous qui nous suivez ce soir. Vous dire que vous pourrez nous suivre de nouveau dans nos parcours de formation. Vous pourrez retrouver cette vidéo, comme vous le disiez à l'instant, Delphine, pour vous nourrir, pour vous inspirer, pour partager avec vos collègues. Alors pourquoi le bien-être des enseignants est une thématique très importante pour nous à Réseau Canopée qui sommes maintenant entièrement dédiés à la formation tout au long de la vie des enseignants sous différents formats sur nos plateformes, nos vidéos comme ce soir, nos ateliers bien sûr dans tous les départements, dans tous les territoires, en métropole et outre-mer. Eh bien parce que nous avons la conviction que le bien-être des enseignants est un levier essentiel pour le bien-être des élèves, bien entendu, et donc une condition d'apprentissage aujourd'hui très importante, surtout au moment où l'on est encore dans cette sortie du confinement, avec des conséquences aussi pour les équipes éducatives, pour le vivre ensemble, pour les élèves eux-mêmes, pour la façon qu'ils ont de grandir dans le monde qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons choisi de porter cette thématique. Et nous avons choisi ce soir de l'adresser, en tout cas d'échanger avec vous sur ce sujet, avec les experts qui vont vous être, les expertes, merci mesdames, qui vont vous être présentées dans quelques instants, puisque le bien-être des équipes éducatives, des enseignants comme des élèves, est une des priorités de notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Pape Ndiaye, inscrite dans la circulaire de rentrée avec l'excellence et l'égalité des chances. Donc le bien-être au cœur de notre projet pour la formation continue des enseignants. Et pour cela, nous avons aussi choisi de travailler ce sujet avec nos partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années, la GMF, et qui partagent cette préoccupation, cette attention avec nous pour l'ensemble de la communauté éducative. Donc merci beaucoup, encore une fois, d'être mobilisés ce soir pour nous suivre. Et merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette séquence. Je vous laisse bien sûr profiter des échanges nourris que nous aurons dans quelques instants et je passe la parole à Emmanuel Questena, directeur des partenariats pour la GMF. Merci beaucoup. Merci Marie-Caroline. Bonsoir à toutes et tous. Peut-être en préambule vous dire d'où je parle selon la formule consacrée. Donc GMF est une mutuelle d'assurance, le premier assureur des agents du service public, bâti sur des valeurs qu'on retrouve finalement dans la communauté enseignante. C'était un des marqueurs forts lorsque nous avons préparé nos travaux, qui sont d'être assurément humain, la solidarité, l'écoute active et la pérennité de notre action. Alors bien sûr, ces valeurs, elles doivent irriguer la manière dont on fait notre métier d'assureur, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ces valeurs, elles nous imposent également une responsabilité sociétale, et cette responsabilité, on l'a identifiée sur 3 piliers principaux, qui sont la diffusion des savoirs, l'égalité des chances et les sujets relatifs au développement durable. Et sur la base de ces piliers, nous nouons des partenariats. Nous nouons des partenariats avec différentes entités et évidemment, bien sûr, notamment avec Canopée, pour apporter ce qui est finalement notre contribution, notre part à ces sujets sur lesquels vous travaillez. Ce qui nous marque également à travers les échanges que l'on peut avoir, c'est que les enseignants aujourd'hui sont au cœur des apprentissages, qui sont des apprentissages qui sont absolument nécessaires à la société de demain et qui permettent aux élèves de développer leurs individualités, mais dans un collectif. Ça repose sur tous les apprentissages de base, ce que je viens d'évoquer. Et ce sujet-là, on voit qu'il est au cœur de la mission de l'enseignement, qui est d'instruire et d'éduquer. Alors,
une fois que j'ai dit ça, finalement, j'ai répondu à la question du pourquoi nous sommes partenaires. C'est qu'évidemment, par rapport à des missions qui sont de ce type, le bien-être des enseignants est un prérequis indispensable. Et c'est un devoir pour tous, pour la collectivité en général et pour GMF en particulier, de contribuer à ce bien-être. Et c'est un devoir vis-à-vis des enseignants, mais c'est aussi un devoir vis-à-vis des élèves. Et c'est ce qu'on essaie de porter lorsqu'on vous accompagne sur vos projets. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Questionnaire, Madame Messire. Je précise que cette soirée vient clôturer notamment 2 gros dossiers sur lesquels nous avons travaillé ensemble et dans lesquels la direction de la pédagogie que je représente ce soir a été très impliquée. Un dossier sur la prévention des risques que vous pouvez retrouver en ligne sur réseaucanopé.fr et une série de webinaires sur la prévention des risques et l'éducation à la prévention des risques. Pour lesquels nous avons travaillé ensemble et pour lesquels nous avons aussi produit des ressources qui sont toujours disponibles sur notre plateforme Canotech. Donc merci beaucoup. Et ces dossiers, ces sujets ont rencontré leur public. On peut noter que, par exemple, les conférences sur la sécurité affective que nous avons menées dans le cadre du dossier sur la prévention des risques ont eu chacune plus de 600 inscrits. Qui ont suivi ces conférences, notamment celle de Christine Schul, que nous aurons la joie d'entendre ce soir, et de Catherine Guéguen, qui était présente aussi. Merci beaucoup. Nous allons commencer une introduction dans la thématique avec un court extrait du dossier sur la prévention des risques. Nous allons entendre une enseignante témoigner, et pendant ce temps, j'accueillerai à votre place nos 3 intervenantes de la table ronde. Merci à vous. Les enjeux de santé, la responsabilité juridique, l'attention à la vulnérabilité, 3 séries de podcasts disponibles en ligne dans le dossier La prévention des risques, comprendre et éduquer, une production Réseau Canopé en partenariat avec GMF. Charlotte Cerisier est enseignante de français en collège. Elle s'est formée à la communication non violente qu'elle pratique dans sa classe et dans son établissement. Dans cet épisode de la série L'attention à la vulnérabilité, elle nous parle de sa manière d'accueillir les élèves en classe afin de leur offrir un cadre sécurisant. Dès le début de ma carrière, j'ai été confrontée à des élèves qui n'étaient pas forcément des élèves qu'on appelle faciles. C'était des élèves en difficulté souvent. J'ai été nommée mon premier poste dans une ZEP de région parisienne. J'ai été lancée dans le métier, comme la plupart des stagiaires, directement dans des classes pas simples. J'ai remarqué que beaucoup de collègues pratiquaient les sanctions, les punitions, étaient très autoritaires pour pouvoir s'en sortir et travailler dans la durée. Et personnellement, ce n'est pas un mode de communication qui me convenait, c'était pas ma façon. Quand je me suis retrouvée dans une classe face à toutes ces petites paires d'yeux qui me regardaient en attente de quelque chose, ce n'était pas la première réaction que j'ai eue de vouloir les brider. Et donc, pendant que nous écoutions ce court extrait, sont venues nous rejoindre sur le plateau nos 3 intervenantes de la table ronde. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Haar, qui est inspectrice. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. Vous êtes IAIPR de Sciences de la Vie et de la Terre dans l'Académie de Créteil. Vous êtes aussi pilote d'une mission académique sur les compétences psychosociales, mission qui est appuyée par un groupe de travail académique appelé BCR pour Bienveillance, Coopération et Réussite. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. À vos côtés, Christine Schul. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants, vous êtes aussi formatrice, diplômée en sciences de l'éducation, vous êtes conférencière et conseillère pédagogique, vous travaillez beaucoup dans le cadre de la petite enfance. Et enfin, juste à mes côtés, Emmanuelle Collat-Micheli, vous êtes enseignante de SVT en collège, en réseau d'éducation prioritaire, dans l'Académie de Créteil. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et donc nous allons lancer cette table ronde sur la question du bien-être professionnel. Vous avez entendu dans cet extrait, ce témoignage de Charlotte Cerisier, que la question de se sentir bien professionnellement semble particulièrement importante lorsqu'on parle de relations, de la gestion de classe. C'est tout à fait prégnant pour les jeunes enseignants, mais c'est vrai tout au long de la carrière. Et dans le cadre des dossiers que nous avons menés avec GMF, la question de la promotion du bien-être professionnel comme un levier fort de la prévention des risques nous est apparu tout à fait pertinent.
Et effectivement, on peut intuitivement sentir que être bien dans ses baskets, se sentir bien dans son métier, c'est un fort levier pour lutter contre le harcèlement. On va être beaucoup moins fragile face au harcèlement, face au décrochage scolaire. On va être aussi moins fragile face aux risques psychosociaux si on se sent bien dans son métier, dans son école. Donc c'est valable aussi bien pour les enfants finalement que pour les adultes. Cette question du bien-être professionnel, comme Marie-Caroline Missire le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fort d'actualité. C'est vrai dans tous les domaines professionnels, mais c'est vrai pour notre institution qui l'a mis en titre de sa circulaire de rentrée 2022, une école engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être. Et on peut se dire que si c'est noté aussi fort et si c'est si prégnant dans les dynamiques et les actions de l'institution, c'est qu'il y a un réel besoin. Et effectivement, ce besoin, il est attesté par de nombreuses enquêtes, de nombreux résultats de recherche. La question du bien-être professionnel des enseignants est étudiée depuis de nombreuses années dans différentes enquêtes. On peut noter par exemple une enquête en 2013 qui indiquait que les enseignants sont plus exposés aux risques psychosociaux que d'autres cadres du privé ou de la fonction publique. Et puis le très récent rapport sur l'état de l'école, le rapport 2022 sur l'état de l'école, confirme cette situation et précise les sources de stress, par exemple, pour les enseignants. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce même rapport, on note que les élèves se sentent bien. Dans leur grande majorité, les élèves se sentent bien à l'école. Et pourtant, c'est assez paradoxal, plus de 50% d'entre eux disent avoir été victimes directement de situations de violence. Donc on peut à la fois avoir le sentiment d'être bien et en même temps être peut-être malmené concrètement dans le quotidien. Il y a donc un travail à faire. Et ce travail vers le bien-être des élèves, il passe aussi par le bien-être des enseignants qu'on peut étendre bien sûr à l'ensemble des équipes. Et nos 3 intervenantes de ce soir vont nous parler de leviers de ce bien-être professionnel. On va rester centré sur 3 axes du bien-être professionnel. Et le premier que nous allons interroger, c'est le développement des compétences psychosociales. Pour lancer ce premier sujet de la soirée, je vous propose d'écouter à nouveau 2 courts extraits de notre dossier sur la prévention des risques. Toute cette démarche de diffuser aux élèves toutes ces choses et ces espaces d'expression, ces techniques de connaissance de soi, c'est ce qui, moi, me donne de l'enthousiasme parce que je sens que ça fait écho chez eux et que ça nous met tous, cette communauté humaine, en lien. Nous venons donc d'entendre Audrey Moreau, qui est conseillère principale d'éducation, et nous allons entendre maintenant Patricia Bourgeois, qui est conseillère technique à la vie scolaire auprès du recteur de l'Académie de Versailles. Et puis il y a également vraiment quelque chose d'important qui émerge de ces formations, c'est cette prise de conscience des enseignants, enfin des personnels, que c'est ce travail qu'ils vont faire sur eux d'abord qui va leur permettre d'évoluer dans leur posture, permettre d'évoluer dans leur pratique professionnelle, qu'on soit enseignant, qu'on soit infirmière, CPE, quel que soit le métier que l'on fait, ce premier travail sur les émotions, sur la connaissance de soi, sur la façon que j'ai de m'adresser à l'autre, va permettre de transformer ce climat de classe ou ce climat d'établissement. On vient d'entendre donc Patricia Bourgeois qui nous parle de la transformation du rapport à l'autre dans le cadre professionnel. Et donc je vais m'adresser à vous, Emmanuelle. Oui. Est-ce que dans votre parcours d'enseignante, vous êtes enseignante depuis 14 années, votre rapport aux élèves et votre rapport aussi peut-être aux émotions a évolué? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un... Alors Patricia Bourgeois vient de l'expliciter, c'est quelque chose qu'on n'en prend pas forcément conscience au départ. Moi, je pense que c'est un long cheminement qui m'a pris plusieurs années. C'est comprendre qu'on est effectivement des êtres humains traversés par des émotions. C'est comprendre qu'effectivement, face à des situations de stress en classe ou dans l'établissement, il faut trouver les ressources à l'intérieur de soi pour bien réagir. Donc c'est vrai que c'est un long processus, je dirais, pour moi en tout cas. Et un processus qui permet aussi finalement d'ouvrir une autre relation avec les élèves, mais aussi avec les collègues.
C'est vrai que développer les compétences sociales, ça permet d'être mieux à l'écoute au niveau des élèves, du coup prendre en compte un peu plus ce qui est dit, leur ressenti. C'est aussi des émotions qui ont pu entrer aussi dans les salles de classe sans le vouloir, finalement, dû à certains faits de société. Je pense au Bataclan, ou je pense à certains faits qui ont marqué aussi. Et du coup, les élèves arrivent avec des questionnements, des émotions, des peurs, des appréhensions. Et du coup, ça nous oblige, nous, à les prendre en compte et à se dire que, oui, il y a tout un travail à faire autour de ça. En tout cas, de pouvoir les exprimer. Pouvoir pour certains peut-être les réguler, parce j'ai pu avoir des élèves qui ont eu du mal à réguler des moments de colère, des moments de stress. Donc tout ça s'apprend. Et est-ce que votre propre travail sur les émotions vous aide à réguler celles des élèves? Oui. Prendre conscience que dans certains moments on est en difficulté, prendre conscience que je peux être submergée quand certains élèves peuvent se livrer sur des choses qui sont difficiles, ou parce qu'une situation est complexe. Oui, bien évidemment, ça permet de mieux gérer la situation, de mieux l'appréhender, de mieux réagir. Donc oui, ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Merci. Christine, vous travaillez plus auprès des éducateurs de jeunes enfants ou des institutrices, instituteurs de maternelle. Vous accordez une importance particulière à la sécurité affective dans ce cadre. Quel a été votre cheminement depuis votre posture d'éducatrice jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes formatrice. Alors, je pense qu'effectivement, pour rejoindre la notion de lien et le fait de rentrer en relation avec l'autre, par rapport aux plus petits, là, donc vraiment pour des enfants qui sont en première ou deuxième année de maternelle, on a beaucoup travaillé sur cette notion de sécurité affective, mais on l'a travaillé sur plusieurs approches, c'est-à-dire la sécurité affective de l'enfant, avec ce que ça représente dans les aménagements d'espace ou sur la posture de l'adulte, mais aussi par rapport à la définition de la sécurité affective par rapport à l'adulte, par rapport à l'enseignant et par rapport à l'éducateur, et comment en fait l'un ne va pas sans l'autre, et que cette rencontre mutuelle, elle ne peut se faire que si effectivement il y a des bonnes conditions de sécurité affective. Donc sécurité affective par rapport au fait qu'on a une reconnaissance mutuelle, on travaille sur tout ce qui est la question du jugement, la question des étiquettes évidemment, je reviendrai dessus après, mais je pense que cette notion-là, dans le développement psychosocial, tant de l'adulte que de l'enfant, c'est extrêmement important, et on sait que décrypter des émotions chez des tout-petits, c'est assez compliqué, c'est très complexe. Donc déjà, il faut que l'adulte se sente au clair avec ça pour pouvoir l'apporter dans une ambiance qui est sereine et où on a un rapport au temps aussi, où on arrête peut-être de se précipiter et d'être dans la précipitation de tout, où on va dépêcher l'enfant pour beaucoup de choses. Donc c'est vraiment nous, c'est notre levier en fait. Le levier, il est là. Il est sur cette notion de sécurité affective. Merci. Bénédicte, donc vous pilotez un groupe de travail sur les compétences psychosociales en académie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce travail de chacun sur les compétences psychosociales, qui passe sans doute par la prise de conscience des propres ressentis de la personne, permet d'améliorer le bien-être professionnel dans un premier temps et, in fine, le bien-être des élèves à l'école? Vous avez entendu les témoignages d'Emmanuel, des enseignants, des CPE et des personnels qui encadrent les enfants, et on voit en quoi les émotions arrivent. Et c'est vrai que dans notre académie, on a choisi de structurer et d'accompagner sous forme d'une mission pédagogique voulue par monsieur le recteur, donc sur les compétences psychosociales. Donc on utilise les compétences psychosociales comme levier pour tendre vers le bien-être de chacun, alors les adultes, mais aussi les élèves. Et on a choisi de porter une attention particulière sur le bien-être des enseignants, alors en proposant un groupe de partage, on en parlera sans doute un peu plus tard, en accompagnant aussi les parcours de formation pour que chacun puisse trouver des modules, des aspects de ses compétences psychosociales et cheminer à son rythme, puisqu'il nous paraît très important de cheminer à son rythme. Et on sait ensuite que lorsque les adultes au niveau compétences psychosociales ont développé leurs compétences psychosociales dans ce changement de posture, un peu comme l'a suggéré Emmanuel, finalement c'est aussi un levier pour développer les compétences psychosociales des élèves qu'ils encadrent tous les jours.
Alors, donc, il y a ce premier travail, effectivement, sur eux-mêmes. Donc, c'est un cheminement qui peut être long. Et puis ensuite, dans un second temps, on les accompagne, parce qu'ils ont cette volonté-là, de transférer au sein de leur classe, dans des petites séquences peut-être plus spécifiques, plus explicites, pour apprendre et développer les compétences psychosociales des élèves. Merci. Alors, dans les capsules vidéo que nous avons mises sur Canotech, Emmanuel, il y en a une dans laquelle vous témoignez, et vous témoignez de ce que vient de nous dire Bénédicte, c'est-à-dire du transfert en classe, et que votre propre travail a effectivement permis de libérer la parole des élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, alors c'est vrai que quand on démarre un petit peu ce travail autour des émotions avec les élèves, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, tout simplement sur ce qu'ils ressentent, sur qui ils sont, du coup, ça ouvre pas mal la parole, effectivement. Ça libère cette parole. Ça peut être lors des moments des conseils d'élèves, par exemple, où là, ils sont maîtres un petit peu de ce qui se passe. Et justement, la parole, à ce moment-là, elle peut circuler. La pensée peut être construite à ce moment-là. Ça peut être des moments en début d'heure ou au moment des évaluations, leur permettre juste de prendre conscience qu'il y a des émotions qui les traversent et que c'est tout à fait normal et qu'il faut les apprendre à les réguler. Ça, c'est ça fait partie, je trouve, de notre travail aussi, les aider là-dedans. Et est-ce que vous vous sentez armé pour les aider justement dans l'accueil de ces émotions ? Oui, alors justement, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est trouver des ressources, se former nous, effectivement déjà, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes. Parce que nous-mêmes, moi de ma génération, on n'a pas forcément été non plus éduqués à exprimer ses émotions, on n'était pas dedans. Donc c'est apprendre. Donc moi je fais comme tout le monde, j'apprends à exprimer mes émotions, à les verbaliser, à les réguler par moments quand il faut. Et je peux trouver, effectivement, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le sujet, mais des groupes ressources, des groupes dans lesquels je peux échanger, des collègues sur lesquels m'appuyer. Donc ça, c'est des ressources qui me permettent, moi, d'avancer et du coup de faire avancer aussi mes élèves. Merci. Ça nous permet d'arriver au deuxième thème de notre table ronde. Comment le collectif est un point d'appui pour développer le bien-être professionnel. Cette question du collectif, c'est le collectif qu'on a proche de soi, dans son entourage professionnel, mais ça peut aller au-delà. Peut-être, Emmanuel, vous pouvez nous témoigner justement quels collectifs sont pour vous un point d'appui professionnellement. Oui, alors justement, c'est vrai que déjà le collectif, il se décrète pas, donc c'est une longue construction. C'est ce que j'ai pu apprendre là, en plus de 10 ans en éducation prioritaire, et je pense d'autant plus en éducation prioritaire. On a besoin, nous enseignants, je pense pour être bien justement, de construire ce collectif, de pouvoir s'appuyer sur les collègues, parce qu'on est souvent tout seul, mine de rien. Et en début d'une carrière, parce que c'est souvent sur des premiers postes qu'on arrive en éducation prioritaire, on peut vite s'isoler, on peut vite être mis à l'écart, on peut vite se poser plein de questions et douter. Et là, je pense que d'avoir des collègues, d'avoir une hiérarchie, d'avoir des gens autour de nous qui nous écoutent, sans jugement, avec bienveillance, avec qui on peut échanger, avec qui on peut construire, avec qui on peut réfléchir. Pour moi, ça a été et c'est toujours ce qui me permet d'être encore en éducation prioritaire maintenant. Et vous avez de plus la chance de pouvoir participer aussi à un collectif qui va au-delà de l'établissement. Oui. Et je vous laisse la parole pour en parler. Et ensuite, Bénédicte, vous pourrez continuer puisque c'est vous qui pilotez ce collectif. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que j'ai la chance de participer à des groupes de travail avec la Cardi, par exemple, de Créteil, où on peut échanger entre pairs sur les pédagogies coopératives. Ça peut être aussi le déploiement du groupe BCR dans l'académie, qui pour moi était vraiment une force. Un moment où on peut se ressourcer, un moment où on peut se former, un moment où en fait on retrouve de l'énergie. En fait, le groupe apporte cette énergie, il nous dit bon, là je sais où je vais, et ça c'est hyper important. Dans les moments surtout où on peut douter, des moments où on a l'impression de faire des choses un peu décalées par moments, et là je pense que c'est d'avoir des gens avec qui on se retrouve, avec qui on construit, c'est pour moi primordial, fondamental. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dynamique que vous pilotez du coup dans l'académie ? Alors oui, ce groupe qu'on a appelé BCR, donc Bienveillance, Coopération, Réussite avec un S, vient de besoins de terrain depuis quelques années. Donc comme l'a dit Emmanuel, donc ce sont ces besoins-là qui ont fait que on s'est regroupé. Alors c'est un groupe qu'on a voulu ouvert
Ouvert, ça veut dire on peut y rentrer sans préalable, on peut y cheminer, on y chemine à son rythme. Et c'est vrai que tous ceux qui passent ne viennent pas pour les mêmes raisons, vont venir puiser dans ce groupe ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Alors ça peut être aussi se poser, ça peut être se former ensemble, puisqu'on a des temps de formation, et ça c'est important. Ça peut être aussi échanger ou être soutenu, rencontrer des gens qui ont les mêmes intentions, les mêmes objectifs. Et puis, ça peut aussi relancer pas une carrière, on ne va pas dire ça, mais en tout cas, un dynamisme et une motivation au sein d'un métier quand on souhaite, au-delà des réflexions, de la formation, s'engager en tant que formateur en compétences psychosociales. Donc, c'est tout ce cheminement qu'on accompagne au sein de ce groupe et qui a des points communs, en tout cas des interactions avec ce qu'on propose en formation de façon plus générale sur l'académie. Merci beaucoup. Pour vous aussi, Christine, j'ai compris que le collectif, c'est un point d'appui dans vos formations notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous appuyez sur le collectif comme un levier des prises de conscience et des évolutions des pratiques ? Alors en fait, c'est tout un travail qui a démarré d'abord dans la toute petite enfance avec tout le personnel, enfin tous les professionnels de la petite enfance qui travaillent en crèche notamment, enfin en institution. Et puis, ça s'est ouvert sur tout le périscolaire. Donc là, on a monté beaucoup de formations autour de tous les professionnels périscolaires, donc les animateurs qui font tous les temps d'accueil du matin, pause méridienne et puis du soir. Et on a travaillé sur la notion de bientraitance, donc la définition de la bientraitance. Et depuis plusieurs années, je travaille sur le concept de douce violence que j'ai initié il y a maintenant... plusieurs dizaines d'années pratiquement. Donc c'est tout ce qui concerne la parole au-dessus de la tête de l'enfant, les étiquettes, les jugements, tout ce qui se vit autour de l'enfant en fait et qui fragilise, donc notamment cette notion de sécurité affective. Et on l'a beaucoup décortiqué et analysé dans le cadre des crèches. Et puis après, on est donc rentré dans le cadre de l'école. Donc ce travail a donné lieu à notamment, alors ça a été des chartes, après ça a été plus des comportements, enfin repérer vraiment des attitudes incontournables pour qu'il y ait vraiment cette notion de bientraitance qui prenne sens en fait, que ce soit pas uniquement un concept qui rassure mais qui n'a pas de sens dans la réalité et dans le principe de réalité. Et en le travaillant, on a défini donc ces postures incontournables. Et du coup, on a ouvert la porte aussi à ce qu'il y ait une vraie passerelle entre le périscolaire et puis les enseignants. Et il y a beaucoup d'enseignants après qui ont travaillé avec nous. On a eu des tables rondes justement pour essayer d'élaborer quelles étaient les difficultés. Et par contre, par exemple, quand on se dit qu'on se met en face d'un enfant pour lui parler, ça paraît une évidence. Et que en fait, ces évidences, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et donc, on a travaillé vraiment sur ce concept de douce violence pendant longtemps. Et c'est un travail qui est très encourageant parce que c'est un vrai levier où il y a d'abord une prise de conscience, il n'y a pas de jugement. On sait que c'est compliqué, que animer un groupe et être en présence d'un groupe d'enfants, c'est quelque chose qui est très endurant, qui est très compliqué, très complexe. Et qu'en fait, sans jugement, on peut repérer ces failles, en fait, où à un moment donné, la relation, elle est plus tout à fait bienveillante parce qu'il y a des préoccupations extérieures, parce que c'est pas facile, parce que les enfants aussi sont dans des demandes et que le groupe, la notion de groupe est très compliquée. Et donc, en les identifiant, en mettant un nom dessus, on est arrivé effectivement à faire bouger les lignes. Et maintenant, dans certaines écoles, on repère ces comportements incontournables, enfin ces attitudes incontournables. Et c'est vraiment, ça a été tout un travail de fond où, là, pour le coup, les passerelles se sont créées naturellement parce qu'on était tous en phase sur le fait que c'est important d'être bienveillant avec les enfants et qu'on soit en situation d'accueil ou en situation d'enseignement, c'est important. Juste pour vous faire préciser, quand vous dites « on », si j'ai bien compris votre travail, c'est à chaque fois dans chaque collectif, c'est-à-dire dans chaque établissement, oui, par exemple, c'est le « on » collectif, oui, intercatégoriel. Tout à fait. C'est-à-dire que plus on est en interdisciplinarité, plus ça fonctionne en fait.
Parce que chacun peut s'interroger, et en fait, on peut tous aujourd'hui s'interroger sur cette notion de douce violence, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit adulte vis-à-vis d'un enfant. En fait, on est tous dans cette démarche-là, et c'est à la fois c'est vertigineux, parce qu'après on s'aperçoit qu'effectivement c'est de la naissance à la gériatrie, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et donc comme ça concerne tout le monde, il y a un levier collectif qui est très puissant en fait à ce niveau-là. Et il me semble que ce travail intercatégoriel, ça fait écho aussi, Bénédicte, à vos préoccupations dans le cadre du groupe Bienveillance, Coopération, Réussite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important ce tissage entre les différentes catégories de personnel ? Alors c'est vrai que dans ce groupe BCR, on a souhaité l'ouvrir aussi à l'ensemble des différents personnels et statuts. Donc il y a des enseignants, des CPE, infirmières, assistantes sociales, il y a des inspecteurs et il y a aussi des chefs d'établissement. Alors ça nous paraît important parce que dans un groupe un petit peu décalé, ça nous permet de nous découvrir. De découvrir peut-être nos contraintes, de découvrir nos compétences mutuelles, de pouvoir créer aussi une empathie par rapport à la vie professionnelle que l'on subit et de voir les autres un peu différemment. Et puis, ça permet cette intercatégorialité également de repérer par la force du groupe, de se sentir soutenu. Soutenu parce qu'on a des métiers différents, parce qu'on a des compétences différentes et face à une situation complexe d'élèves, peut-être de violence, de harcèlement, de débordement d'émotions, on n'est finalement pas seul et on n'a pas à endosser l'ensemble. Et pour ça, c'est très sécurisant de se dire qu'à un moment donné, on peut passer le relais à quelqu'un dont on connaît les compétences et qu'on a appris à connaître un peu différemment de la vision hiérarchique que souvent, effectivement, on vit au sein de l'éducation nationale. Merci. Donc j'ai bien entendu cette question de la sécurité, de se sentir soutenu, sécurisé. Donc un renforcement finalement de la confiance en soi. Et ça, c'est un point qui est très important pour aller vers une audace professionnelle qui serait notre troisième axe de la table ronde, notre troisième question, et que nous allons introduire à nouveau avec un court extrait d'un podcast, donc d'un témoignage de Audrey Moreau. La difficulté quand on fait partie d'une grande institution, c'est ce poids, les freins, la peur des préjugés, la peur du jugement. Et un jour, dans ma carrière, j'ai décidé d'accepter que j'avais quelque chose à apporter dans ma pratique et que je n'avais pas besoin de me fondre totalement dans ce qui était attendu. On a ce poids, on se dit, il faut que je me moule, il faut que je rentre dans cette chose. Et puis on se met peut-être à jouer quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, quand on a réussi à poser le cadre et à assumer le minimum de ses missions, l'essentiel de ses missions, on a tout un espace qu'on peut finalement explorer. Finalement, on peut mettre sa patte dans ce qu'on fait. Donc ce témoignage nous rebondit en fait sur ce que vous venez de dire, les attentes institutionnelles et le cadre parfois un petit peu rigide qu'elles peuvent créer. En effet, certains enseignants peuvent se faire une idée de ces attentes institutionnelles qui peuvent même les empêcher d'agir, les empêcher d'oser professionnellement, d'affirmer leur personnalité en fait dans leur métier. Alors on se sent mieux quand même quand on est soi-même, hein. C'est toujours vrai, ça, dans n'importe quel métier. C'est vrai en particulier dans les métiers de l'humain que sont les métiers de l'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel ? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de vos pratiques depuis vos premières années jusqu'à aujourd'hui ? Oui. Alors c'est vrai que quand j'ai démarré, là, j'ai quelques flashs là, comme ça, quand j'étais stagiaire ou néo-titulaire, on arrive en éducation prioritaire. Là, on se dit oui, c'est pas simple. Alors on est un petit peu dans le contrôle. Alors on va essayer d'établir un programme là de la séance. Moi, je sais que j'étais dans quelque chose. J'avais besoin de contrôler tout ce qui allait être dit, ce que je vais dire, ce que je vais passer comme document d'appel. Je vais anticiper, essayer. Alors, au début, c'est difficile, mais les réactions des élèves et rester vraiment dans le cadre, si possible, de mon cours d'SVT que j'ai prévu et que j'ai timé pendant 1 heure. Parce que j'ai un programme, parce que ça me rassure aussi de parler de ce dont je connais et ce dont pourquoi on est là, en fait, au moment de la séance. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a... Il y a un moment, je me suis peu retrouvée là-dedans. Je me suis dit, c'est assez rigide, en fait, comme cadre. Tu ne permets pas finalement, les élèves, ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils le souhaiteraient.
que ça soit en lien avec l'actualité, parce qu'on a toujours l'actualité qui nous rattrape et qui arrive dans notre salle de classe. Et à un moment donné, on se dit, bah oui, alors peut-être que là, aujourd'hui, on va peut-être pas pouvoir parler d'SVT, parce que c'est pas possible. Parce que les élèves sont soit pas disponibles, soit parce que le fait d'actualité est tellement marquant qu'ils ont besoin de parler d'autre chose. Et là, on se rend compte qu'on rentre dans l'émotion, et là, on se rend compte que, ok, bon, on va pas pouvoir faire court comme c'était prévu. Donc là, on peut déjà nous être mis en difficulté. Moi, j'ai déjà été mis en difficulté à ce niveau-là. On n'a pas forcément en plus les ressources qu'il faut pour parler de laïcité. Si je fais référence à des sujets qui sont arrivés comme ça, le lendemain, faut être là. Donc il faut trouver ses ressources en soi. C'est pas simple. Il faut accepter aussi des fois même des paroles qui sont pas acceptables. Et ça, c'est pas simple non plus. Mais je pense qu'on est là aussi pour accueillir ces paroles-là et pour pouvoir ensuite déconstruire et travailler autrement. Mais ça demande aussi d'être en sécurité. Parce que sur des thématiques sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, pas forcément formé, et puis des fois des thématiques qui sont un peu tabous pour plein de raisons, que ce soit dans une discipline en SVT ou que ce soit par rapport à des faits, encore une fois, d'actualité qui peuvent s'inviter comme ça dans une salle de classe. Et donc aujourd'hui, vous avez un peu lâché prise sur l'hyper-contrôle et vous laissez s'inviter dans le temps de votre cours, dans votre salle de classe, des choses que vous n'aviez pas prévues au départ. Oui, alors ça, je crois que je l'ai appris en voyage. J'ai pu organiser des voyages scolaires en Auvergne, par exemple, ou à Étretat. Et c'est vrai qu'on a des moments, du coup, où on fait cours dehors. Donc ça, on reste dans les apprentissages, mais vous avez des moments un peu off. Et dans ces moments off, il se passe plein de choses. Et on a encore une fois des émotions, une parole. On rentre un peu dans l'intimité de l'autre sans être trop intrusif, mais finalement, on peut parler d'autre chose. Et du coup, moi, ça m'a permis d'être peut-être plus à l'aise aussi, de pouvoir m'ouvrir aussi sur eux, sur qui ils étaient, et comprendre que c'était aussi des êtres humains en construction. Des êtres humains qui sont des fois pas disponibles, des fois qui sont pas bien, des fois qui sont harcelés, on le sait pas, des fois qui vivent des situations compliquées. Et du coup, leur donner la possibilité déjà de l'exprimer ou pas, je pense que c'est important. J'ai pu mettre en place du coup des classes coopératives avec notamment le conseil d'élèves qui a permis d'ouvrir aussi une certaine parole. Oui, ça du coup ça demande un lâcher prise parce que dans ces moments-là, en fait, tous les sujets peuvent être abordés. Et donc là, on a un lâcher prise qui est total. Et du coup, vu que je me sens suffisamment en sécurité maintenant pour pouvoir reprendre le fil, pour pouvoir discuter avec eux et pour pouvoir surtout essayer de construire avec eux une pensée comment dire, critique. Prendre du recul sur leurs premières opinions qui arrivent, les faire réfléchir, déconstruire. Et ça, pour moi, c'est maintenant le cœur de mon métier, en fait. Et je pense que les SVT, pour moi, je les mets un peu au service de ça. Pour moi, c'est vraiment construire un futur citoyen éclairé, capable de penser par lui-même. Et ça, c'est ce qui me porte, là. Merci. Donc, en fait, vous avez osé introduire de nouvelles pratiques dans votre métier. Bénédicte, dans votre groupe de travail, dans votre accompagnement des enseignants aussi, comment est-ce que vous engagez les enseignants à innover? Comment vous les encouragez à oser être davantage eux-mêmes dans leur métier? Alors, c'est pas si simple que ça, puisque effectivement, on a du mal à se dire qu'on fait autre chose que notre discipline. Et là Emmanuel l'a bien noté, qu'au départ, effectivement, avec la formation qu'on a, on a une formation disciplinaire. Donc, si je regarde, par exemple, sur les compétences psychosociales, comment on peut oser, alors au départ, c'est souvent des intuitions qu'ils ont, alors des petits pas qu'ils font dans leur classe, mais ils n'osent pas trop en parler trop fort. Hein. Et donc, pour oser, il faut, et d'ailleurs Emmanuel l'a dit, sécuriser. Et pour sécuriser, alors comment on peut faire? On peut apporter les apports de la recherche. Extrêmement important de s'appuyer sur ce que les chercheurs nous donnent sur ces sujets-là, de façon à avancer prudemment, parce que ça, c'est aussi la prudence, c'est aussi en lien avec oser et sécuriser. C'est aussi leur présenter les textes institutionnels qui vont valider peut-être les intuitions qu'ils ont
Et donc, leur permettre d'oser, c'est aussi faire cette ouverture institutionnelle, dire « Ah oui, l'institution, elle est OK sur ça. Alors, elle est OK sur ça, dans cette limite-là, dans ce cadre-là, accompagnée de telle façon. » Après, c'est accompagner les petits pas. On n'a pas besoin aussi de faire des grands pas pour suivre le cheminement de chacun, de façon à ce que tout le monde soit en sécurité par rapport au pas qu'il fait. Et là, ce qui est précieux dans les compétences psychosociales, que quelle que soit la porte d'entrée qu'on prend, que ça soit la partie cognitive, la partie sociale ou la partie émotionnelle, quelle que soit cette porte d'entrée et celle qui nous correspond, elles sont toutes interreliées. Donc c'est à la fois rassurant pour les enseignants de se dire on va oser le pas qui nous sécurise, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent aligné. On a la recherche qui nous accompagne et on a les textes actuellement effectivement qui nous encadrent. Donc oser, c'est sécuriser, c'est avancer, c'est cheminer et rester à la bonne distance donc des différents projets pour aller vers qui on est et seulement qui on est. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Christine. Maintenant, vous aussi, dans votre travail, vous avez amené les équipes à bousculer leurs pratiques, à innover, notamment pour plus d'empathie vis-à-vis des enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous amenez ces changements de pratiques, cette bousculade? En fait, ça rejoint tout à fait les mêmes approches. En fait, on est dans, effectivement, oser faire un pas de côté, être dans de l'analyse de pratique, mais un peu ludique, de manière à ce que on prenne la réalité de notre environnement et de ce qui se passe autour de nous avec, trouver témoin de ce qui se passe. Et donc, l'une des plus belles d'un travail vraiment précis qu'on a fait, c'est qu'on a tous pris nos téléphones portables, en fait, et on a filmé à hauteur de regard d'enfant. Et on est rentré dans une classe, on est rentré dans une école, en fait. On est rentré depuis l'entrée, la cour, et puis on est rentré dans le préau, l'entrée de l'école et la classe. Et on a beaucoup discuté sur la perception de l'enfant, sur ce qu'il pouvait voir. Donc, c'était sur des maternelles essentiellement. Tout ce qu'il pouvait aussi percevoir lors des siestes, quand effectivement on quittait le réfectoire, on repartait sur cette grande salle avec un dortoir de 30 ou 35 enfants. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on est couché? Qu'est-ce qu'on voit comme... quelle est l'ambiance? Donc ça a été une des expériences qui était, en tout cas, d'analyse de pratique vraiment autour de l'aménagement de l'espace et du positionnement de l'adulte dans l'espace. Donc on a réinterrogé les postures, la manière dont l'adulte peut parler aussi aux enfants, la cadence de la voix, tout ce qui peut être aussi les échanges interprofessionnels quand on s'interpelle au bout d'un couloir, donc de partir du principe qu'on va se déplacer pour se parler par exemple et qu'on ne va pas avoir cette parole qui jongle au-dessus de la tête de l'enfant. Et puis il y a eu tout un travail qui a été très impressionnant où on a fait une journée sans montre. Donc on a retiré les pendules dans une classe pour que ce soit rythmé au rythme des enfants et pas au rythme... Alors bien sûr, la récréation a été respectée et puis le temps ils ont mangé, je vous rassure, ça s'est bien passé. Mais le fait que ce soit moins timé, qu'il y ait moins de cette précipitation, c'était très intéressant. Et même les enfants, en fait, avaient des repères par rapport au bruit extérieur, par rapport aux premiers qui sortaient dans la cour, évidemment, en disant c'est l'heure de récréation. Et je pense que cette approche-là, moi, je l'ai beaucoup travaillé essentiellement avec des professionnels de la toute petite enfance. C'est à partir du moment où on s'autorise à faire ce pas de côté et on rend cette analyse de pratique ludique et concrète, on rend visible notre travail. Et en le rendant visible, on peut le partager beaucoup plus facilement, donc on peut avoir des allers-retours aussi. Et cette notion de visibilité, je trouve, elle est extrêmement intéressante, parce que si on reste trop sur de la théorie, en fait, on va se perdre dedans. Là, ce sont des choses où on se disait, le temps du repas, regarde comment ça se passe et regarde ce qu'ils voient, en fait. Et quand vous avez des tout petits qui ne voient que des jambes qui circulent ou le chariot qui arrive, c'est vrai que c'était assez déroutant, en fait, parce que spontanément, on se dit, il faut que les adultes s'assoient. Et dans ces cas-là, il faut être cohérent entre le fait de demander à un enfant de rester assis et que l'adulte lui-même reste assis, en fait, parce que sinon, c'est un message contradictoire. Donc, on a vraiment décortiqué
le quotidien en restant sur des choses extrêmement accessibles à tous et surtout visibles. Et j'insiste vraiment sur cette notion de visibilité. Je trouve qu'elle est, elle est extrêmement encourageante dans le sens que quand on a effectivement, à un moment donné, affiché par exemple les postures incontournables, on l'a affiché dans le hall de l'école. Les enseignants sont venus spontanément nous poser des questions. On a rediscuté avec eux. Les parents sont venus aussi. Et du coup, on avait cette triangulation qui s'est mise en place naturellement. Et on a eu cette relation avec les parents, des questionnements aussi en disant mais finalement, on est tous d'accord sur la même chose. Ça paraît, c'est une évidence. Mais cette évidence, elle est peut-être jamais parlée et elle est jamais visible. Donc, en la rendant visible, on était plus forts tous ensemble auprès des enfants, parce que notre but, en fait, c'est bien d'accompagner ces enfants dans leurs apprentissages. Donc, Merci beaucoup, Christine. Je pense qu'on va avoir le temps. On vient d'évoquer 3 leviers du développement du bien-être professionnel. Je vous rappelle qu'on a parlé du développement des compétences psychosociales. On a parlé des appuis sur les collectifs, les différents collectifs professionnels. Et on vient d'évoquer l'audace professionnelle, le oser innover. Et ce que je vous propose, c'est qu'en guise un petit peu de conclusion, on laisse la parole à nos intervenantes pour parler du transfert auprès des élèves, des jeunes. Comment est-ce que vous pourriez chacune nous témoigner en fait d'une expérience réussie où le bien-être a été au cœur, le bien-être de l'élève a été au cœur du projet ou de l'expérience. En fait, Christine, vous avez déjà commencé parce que votre dernière intervention en fait part des enfants, de leur propre bien-être ou mal-être, mais pour aller vers leur bien-être, bien sûr. Donc, je ne sais pas, il y en a une qui souhaite commencer. Peut-être vous voulez poursuivre, Christine, puisque vous étiez déjà dans cette thématique. Moi, j'ai presque envie de dire, pour moi, la passerelle, elle est assez logique sur cette qualité de présence, en fait, par rapport à l'enfant et par rapport, alors bien sûr, au tout petit, et on le travaille avec vraiment dans le détail quand on est plus avec des tout petits bébés, évidemment, mais on s'aperçoit que quand... effectivement, l'enseignant ou l'animateur qui va être là et qui prend en charge ce groupe d'enfants, quand lui-même il est rassuré, on sent que en fait, de fait, la tonalité du groupe est différente. Et quand les adultes sont stressés et qu'il y a des soucis, que ce soit matériel ou que ce soit... ça interfère vraiment sur la qualité de l'accueil et sur la qualité de l'accompagnement. Donc, et vraiment, nous, on a fait pas des expériences, parce que j'aime pas ce terme-là, mais se retrouver à 3 dans une classe, 3 personnes assises, bien dans des... Pas toutes regroupées, mais vraiment suffisamment séparées dans l'espace, et disponible avec les enfants. Il y en a une qui se lève, on sent que ça perturbe déjà. Il y en a une deuxième qui se lève, là tout le monde commence à parler. La troisième se lève, là on a perdu tout le monde, quoi. Et donc cette qualité de présence, elle est importante à travailler. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant en fait. Et moi je le vois, d'autant plus avec des tout petits, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler avec des plus âgés. Et c'est une notion qui est très intéressante et à développer par rapport à la posture. Il n'y a pas que le message à transmettre. Il y a toute cette qualité, le fait que je suis ici et maintenant et je ne suis pas dispersée dans mes idées, quoi. Donc, c'est un travail de fond. Merci. Emmanuel, vous voulez enchaîner ? Allez. Moi, en fait, dans la continuité de ma réflexion et de mon cheminement, après les classes coopératives, j'essaie de mettre en place du coup travail de groupe, les conseils d'élèves. Est arrivé naturellement, en fait, quand vous mettez des gens à travailler ensemble, les émotions. Parce qu'on est sur des jeunes qui, des fois, en fait, c'est normal, ils ne savent pas travailler ensemble tant qu'on ne leur a pas appris. Donc ça aussi, c'est des compétences du coup sociales à travailler. Gestion des émotions. Et puis, je me suis rendu compte aussi que ça ne suffisait pas, en fait, pour les mettre tous au travail et surtout pour qu'ils puissent m'écouter ou qu'ils puissent s'écouter pendant 1 heure de cours. Et là, du coup, je suis partie sur un autre sujet, sur l'attention. Je me suis dit, là, c'est vrai que ces dernières années, j'avais certains élèves qui n'arrivaient pas à rester attentifs, concentrés sur les tâches qu'ils avaient à faire ou sur l'objectif d'apprentissage. Et là, je me suis dit, il va falloir trouver aussi quelque chose pour les amener
à rester attentif. Et là, du coup, je suis partie sur une piste sur repenser les espaces de la classe. Et en repensant les espaces de la classe avec eux, avec les collègues, c'était aussi leur permettre de s'exprimer par rapport à leurs besoins. Et du coup, en prenant en compte tout simplement leurs besoins et ce dont ils avaient envie à ce moment-là, ils se sentaient bien. En fait, ils arrivaient dans ma classe, ils me disaient « Madame, on est bien chez vous, là. » Donc, on a mis en place un coin calme, lecture, surtout qu'on a le quart d'heure lecture. On a mis en place des chaises, tables un peu café. Donc, certains peuvent travailler debout, d'autres assis. Donc, ils ont le choix, en fait, de travailler un peu comme ils veulent. Et leur laisser cette possibilité-là, finalement, je pense qu'au fond d'eux, ils se disent tiens, elle prend en compte ce qu'on pense vraiment, en fait. Et je me souviens qu'une fois, ils m'ont dit vous allez vraiment le faire, ce qu'on dit ? Oui. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où ils se rendent compte qu'on leur ment pas et qu'on est authentique et que oui, ce que vous dites, on va le faire, et ils se sentent vraiment compris. Et je pense que là, naturellement, il y a un bien-être et il y a un apaisement. Et pour moi, il y a un climat de classe qui se met en place et qui est propice aux apprentissages. Et vous le sentez sur l'attention ? Je le sens sur l'attention, je le sens d'une façon générale sur le groupe. Alors après, ça n'enlève pas tous les conflits, parce que c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de dire, de fourmi. Puis quand vous travaillez là-dessus, après, effectivement, on a des élèves qui se font un peu harcelés, en tout cas embêtés. Donc là, comment on va le travailler, nous aussi, en classe ? Donc là, on peut mettre en place des messages clairs pour travailler avec eux sur leur ressenti, sur ce qui là, les dérange, etc. Donc voilà, il y a des petits outils qu'on essaye de développer en équipe, des outils qui permettent de travailler les compétences émotionnelles, sociales et cognitives, leur permettre aussi de pouvoir s'approprier les apprentissages, de pouvoir comprendre ce qui se joue, surtout en éducation prioritaire. Il me semble que c'est important aussi pour leur réussite et du coup leur bien-être. Bénédicte, vous auriez aussi un témoignage à nous partager ? Alors oui, j'ai envie de revenir sur la première expérience tout au début du groupe. Alors c'était un collège en éducation prioritaire où l'équipe éducative avait remarqué des soucis dans l'entrée en 6e, avec des 6e qui étaient passés beaucoup à l'infirmerie, qui étaient absents et qui indiquaient qu'ils dormaient mal, qu'ils étaient angoissés dans les couloirs, qu'il y avait trop de bruit. Enfin, quelque chose effectivement qu'on pourrait dire un peu classique sur une entrée en 6e, mais en fait un passage qui était difficile. Alors on avait travaillé donc avec l'équipe sur ces besoins, ils avaient identifié la gestion du stress, la gestion des émotions, retourner au calme, pouvoir gérer aussi les évaluations. Et on s'est appuyé sur une association avec qui on avait travaillé sur ces besoins-là et qui est devenu, pendant cette séance, travailler sur des pratiques corporelles de régulation des émotions, de gestion du stress, sous forme d'exercices qui étaient vécus en heure de vie de classe avec la classe et l'enseignante. Là, c'était donc une enseignante, mais aussi les CPE qui voulaient venir, donc, et les adultes qui les encadraient, qui souhaitaient venir. Et ils avaient partagé ensemble le vécu d'exercices de pratiques corporelles. Et puis, au bout de ces 7 séances, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Donc, il y a eu toute une réflexion sur comment on peut se passer justement de ce professionnel qui est venu nous accompagner. Alors, il y avait eu des cartes pédagogiques pour réécrire un petit peu les exercices qui étaient faits. Il y avait eu des enregistrements et les élèves avaient ces supports-là. Et en fait, ils ont trouvé tout seuls, ils ont dit c'est nous qui allons animer. Parce que les enseignants étaient un peu démunis. On était tout au début, on n'avait pas beaucoup formé encore. Et ce sont les élèves qui ont pris en charge l'animation de ces temps de relaxation ou de gestion des émotions. Ils ont identifié à quel moment dans leur vie d'élève au sein de la classe, mais aussi en dehors de la classe, ils pouvaient utiliser. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est arrivé jusque dans les familles où ils ont accompagné leurs parents. Ils ont repris ça aussi pour s'endormir le soir. Et donc, il y a eu ce lien qui a été fait à partir d'eux et de leurs propres ressources, accompagnés et vécu avec les enseignants sur tout ce qui est les espaces de vie de l'élève à l'école, mais au-delà, et aussi avec quelque chose qui est très important, c'est le lien aux parents. Donc, cette continuité que l'on a avec les parents pour accompagner au mieux les élèves et le bien-être des élèves. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vous remercie très sincèrement toutes les trois, Emmanuelle Collat-Micheli, Christine Schul, Bénédicte Haar.
Je remercie aussi l'équipe de la librairie Canopée de nous avoir accueillis. Je remercie tout particulièrement GMF de nous permettre de construire des dossiers comme ceux sur lesquels nous avons travaillé et cette soirée. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui nous ont permis de construire ces dossiers, les intervenants des témoignages, les intervenants des webinaires et conférences que nous avons pu mener avec vous. Et puis, pour terminer tout à fait, je vous donne rendez-vous en janvier où nous allons ouvrir sur notre plateforme Canotech la thématique bien-être des élèves avec des ressources notamment de Christophe Marcelier, inspecteur général de l'éducation nationale, une ressource construite à partir d'une interview de Christine Schul aussi, et puis une conférence prévue le 25 janvier où nous accueillerons Hugo Dumunil, le mathématicien qui a reçu récemment la médaille Fields, qui est aussi nommé ambassadeur des mathématiques par notre ministre de l'Éducation nationale et qui viendra nous parler du bien-être dans les apprentissages. Donc on est vraiment au cœur de nos missions de formation de Réseau Canopée. Comment le bien-être vient s'inviter au cœur des apprentissages et dans cette discipline où ça n'est pas forcément si simple, que sont les mathématiques, qui sont parfois un peu discriminantes. Au contraire, vous verrez avec Hugo Dumunil que c'est rassembleur puisque c'est source de beaucoup de joie. Ce peut être source de beaucoup de joie, les mathématiques. Ne riez pas, Emmanuel. Il me reste à vous dire au revoir. Et encore merci. 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 Au revoir. Au revoir.